Oui. C'est lancé, Léo? Bon bah, moi j'ai envie de dire, on peut y aller. Allez, bonjour à tous. Welcome to, on espère, le premier épisode d'une longue série de podcasts. Incroyable, on est boosté par Léo, notre super stagiaire qui nous force à faire des choses nouvelles. Et on a été inspirés. On y avait goûté avec le podcast avec Cécile. Absolument. Et puis du coup on s'est dit, pourquoi pas, année 4, on fait des choses nouvelles. Instagram et LinkedIn, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On était absolument pas régulière, donc pourquoi ne pas rajouter un média? On s'est dit que c'était une vachement bonne idée, donc on a décidé de lancer un podcast. Donc bienvenue dans le podcast. Made in Tokimeki. By Tokimeki. Biam Podcast. Bon, le nom est encore à confirmer, mais a priori on est bien parti pour. Donc, n'hésitez pas à faire des propositions. On est encore tout à fait ouverte. Il n'est jamais trop tard podcast pour, de Tokimeki. Il n'est jamais trop tard pour changer. Donc du coup, bon, je pense que sur les premières diffusions, ce sera des gens qui nous connaissent, qui nous écouteront, mais vraisemblablement. À terme, ça va être des gens qui ne connaissent pas, donc je pense que le premier épisode pourrait être un épisode de présentation, tout simplement. Oui. Donc, genre de se présenter nous, de présenter... Mathilde, Alice. Tout à fait. Donc, moi, Mathilde, elle, Alice. Tout à fait. Et de présenter Tokimeki. Donc, on a fait un super plan. Donc, je propose à Alice de prendre la parole en premier. On s'était dit qu'on parlait de notre parcours professionnel, mais avant ça aussi, qui nous a amené à choisir la voie du Japon, n'est-ce pas? Donc moi c'est Alice Agnolet, je me suis intéressée au Japon, j'étais au collège, quelque chose comme ça, et j'étais très très intéressée par tout ce qui était 7e art. Donc c'est le cinéma. Le cinéma. J'ai fait du coup l'option ciné quand j'étais au lycée, et pour le bac j'avais fait tout un dossier sur Kitano et principalement Zatoichi. Kitano Takeshi, grand comique. C'est vrai qu'en France on le connaît plutôt comme un réalisateur ou un producteur ou un acteur même, mais au Japon en fait il est plutôt complètement connu pour le fait qu'il a commencé sa carrière en tant que comédien. J'ai souvenir que tu avais un film en particulier qui avait déclenché ton amour du Japon. Peut-être que tu peux le partager pour nos auditeurs qui voudraient peut-être découvrir des films japonais. Mon amour du cinéma a fait en fait que, évidemment, en tant que française, je regardais Cannes. Oui. Et il y a pas mal de films japonais en fait qui étaient en compétition, et notamment L'Anguille, un film japonais qui a gagné la Palme d'Or et qui m'a vraiment marqué sur la vie quotidienne au Japon et les différences avec la France. En fait, à quel point, en plus, bon, c'est vrai que c'est un film qui se passe c'est une autre génération par rapport à ce que nous on connaît. Un peu, ce serait un peu comme regarder un film de Tati maintenant. Ouais. Ça transporte. Voilà, c'était vraiment super intéressant de voir ça. Ça a fait que je me suis un peu plus intéressée au Japon. Du coup, moi, c'était pas tant les mangas que vraiment en fait cette recherche cet intérêt en fait de la vie quotidienne qui est montrée d'une façon vraiment poétique et singulière en fait dans le cinéma japonais. Intéressant. Du coup, avant qu'on avance dans ta carrière de japonologue, japonophane, j'en profite un petit peu. Donc moi c'est Mathilde Dubois, enchantée, née à Reims, en Champagne, née à Paris, 75 represent, parisienne. Donc moi 51 represent, le pays de la bulle, et de la bonne bulle, de Champagne. Bon, j'aime bien la bière, j'aime bien l'eau pétillante, on ne boit pas que de l'alcool. Mais du coup oui, moi je suis rémoise d'origine. J'ai découvert le Japon à travers les animés au tout début, et ça m'a emmenée vers les mangas. C'est un petit peu la base. Il y a beaucoup de personnes de notre génération qui ont commencé à découvrir le Japon comme ça. Club Dorothée présentait beaucoup d'animés japonais. Oui, alors du coup moi j'ai jamais compris que c'était des animés japonais. Pareil. Olivier Tom, c'est Olivier Tom. Tout à fait. Genre Captain Tsubasa, qui est-ce? Inconnu au bataillon. Et du coup, on avait une chaîne sur le câble qui s'appelait Manga à l'époque, qui je pense n'existe plus, et qui diffusait des animés. Donc en fait, c'est la version animée des mangas en général, mais en japonais sous-titré français. Et du coup, en fait, moi je tombais amoureuse de la langue. Je voulais apprendre, j'aimais beaucoup la sonorité, et du coup, j'ai voulu apprendre le japonais. Et à Reims, il y avait un lycée qui s'appelle le lycée Clémenceau,
qui avait une option LV3 japonais. Ah, c'est marrant, ça. Je suis passée d'un collège international anglais à... J'ai complètement arrêté l'international parce que je préférais faire du japonais que de l'anglais. Ça reste international. Ça reste international, mais du coup j'ai un petit peu baissé l'intensité de l'anglais et je suis passée sur le japonais avec Monsieur Magnani, cœur sur Monsieur Magnani. Et du coup j'ai fait un peu mon approfondissement de la langue et de la culture à travers mes 3 années de lycée. Ensuite... Après le lycée, qu'est-ce qu'on a fait? Après le lycée, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé à l'université. Non, moi j'ai fait un gap year. Voilà, moi aussi j'ai fait un gap year, mais on va dire pas envie de s'en avoir parce qu'il est un peu plus fun que le mien quand même. Du coup, moi j'ai fait un gap year après le lycée. En fait, pour la petite histoire, c'est ma soeur qui avait fait elle aussi un gap year avant. Elle avait voyagé dans pas mal de pays du monde et je m'étais dit que ce serait assez canon de faire ça aussi. J'étais intéressée par le Japon, très très clairement. J'adorais la langue que je ne parlais pas, que je ne lisais pas. Donc toi, t'as pas du tout approché le japonais Pas à ce point-là en fait. D'accord. C'était vraiment très... je t'aime mais de loin en fait. Et du coup, j'avais envie de commencer mais je savais pas trop comment. À Luçon, parce que du coup moi je suis originaire de Vendée, à Luçon il y avait pas... Pas d'assos, pas d'accès à la langue. Après, moi j'ai souvenir qu'avant le lycée, j'avais les méthodes assimile, là, tu sais, les bouquins. Ouais. Bah, du coup j'en avais aussi, mais quand tu sais pas du tout par quoi commencer, en fait c'est compliqué. Et puis en plus c'est des phrases qui sont tellement spécifiques qu'en fait tu peux pas vraiment les utiliser tu peux pas utiliser ça si facilement. Puis en termes de discipline, faut avoir une autodiscipline pour apprendre tout seul, qui est quand même assez important. Puis bon, les méthodes assimile à cette époque-là, de mémoire, il n'y avait pas de CD, enfin du coup il n'y avait pas d'audio en fait, c'était que du manuel, que de l'écrit. Donc bon, bah tu peux potentiellement lire et écrire du japonais, mais si tu peux pas le parler, c'est un petit peu dommage. Donc du coup, mon bac en poche. Let's go. Le monde à tes pieds. Je décide de partir 6 mois à Tokyo. Allez. Soutenue par mes parents bien évidemment, qui m'ont laissé partir 6 mois à Tokyo. J'ai fait 3 mois dans une famille d'accueil qui était adorable. Une maman solo avec ses 2 enfants et ils étaient tous très très gentils. Moi j'aspirais un peu à avoir plus d'indépendance parce que du coup en fait il y a plein de points positifs à être en famille d'accueil quand on part pour un voyage linguistique, d'écouter du japonais toute la journée, de voir comment dans un environnement complètement full japonais, ça doit être top. Mais du coup en tant que jeune qui sort de chez soi, on a aussi envie de sortir et du coup c'est plus compliqué quand on est en famille d'accueil, parce que bon bah du coup forcément tu dois quand même respecter les horaires de la famille, etc. Donc j'ai fait 3 mois dans cette famille d'accueil et j'ai fait 3 mois dans une guest house à Bunkyoku, juste à côté de Tokyo Dome, juste derrière le Tokyo Dome. Mon école de langue elle était juste à côté aussi. Tokyo Dome, pour ceux qui savent pas, c'est un immense stade qui sert autant à faire des matchs de sport, donc principalement baseball effectivement, mais à peu près tous les sports possibles et imaginables, mais c'est aussi une énorme salle de concert et du coup c'est en plein centre de Tokyo, juste à côté des jardins impériaux. Sympa. Et donc sympathique petit quartier. J'ai fait 6 mois d'apprentissage de la langue en intensif, ce qui veut dire qu'en fait moi j'étais avec à peu près 5 heures de japonais par jour et ça me laissait quand même l'après-midi à peu près pour explorer la ville, pour utiliser le japonais que j'avais appris. C'était des cours de conversation, donc un peu on m'a appris à écrire mais pas de kanji, vraiment juste hiragana, katakana, et ensuite parler, échanger, etc. Et l'école dans laquelle j'étais en fait nous a permis de rencontrer des étudiants japonais, parce que ça c'est ce qui est compliqué aussi quand on n'est pas dans un échange scolaire, c'est de comment rencontrer des autochtones. Ben oui, parce que du coup en école de langue on n'est qu'avec des étrangers. Ouais. Et grâce à ça en fait je me suis tissé des liens avec des japonais avec qui je suis encore en contact. Aujourd'hui ouais, c'est top. Du coup ça c'était ton gap year. Moi mon gap year c'était que en fait tout simplement j'ai fait un an de licence d'anglais, histoire de pas rien faire, de rester dans le système éducatif on va dire. Et puis moi j'avais fait un voyage à la sortie du lycée avec 2 copains, on était partis 1 mois au Japon, donc premier voyage au Japon, et puis c'était vraiment la découverte du pays, et puis ah mais c'est trop bien, genre le big love. Donc je savais mon rapport au Japon il allait pas s'en tenir à ça. Du coup moi j'ai fait une année d'anglais, et puis ensuite Alice et moi on s'est retrouvés sur les bancs de l'INALCO, anciennement connu sur le nom de Lanzo, aussi connu sous le nom de Institut National des Langues et Civilisations Orientales, c'est maintenant un système universitaire public qui existe depuis la fin des années 1700, qui était à la base voué à former des fonctionnaires
notamment tout ce qui va être en fait relations internationales pour accompagner toutes les délégations officielles au plus haut niveau, et qui est maintenant une université de langue avec parmi les meilleurs chercheurs dans leur domaine, que ce soit en japonais ou dans d'autres langues asiatiques, africaines. En fait, tout ce qui va être langue rare, langue asiatique, tout est à l'INALCO. Enfin, je me souviens qu'il y avait des cours de Swahili, quelque chose comme ça, où ils sont une dizaine, mais du coup ça existe toujours. Enfin, c'est assez incroyable en fait comme université. Et du coup des langues dont on n'a jamais entendu parler, dont on ne soupçonne pas l'existence. Et du coup, Alice et moi, on se retrouve sur les bancs de l'INALCO en licence de japonais. Exactement. Donc on fait notre petite licence. On se connaît à ce moment-là, on se fréquente un peu, mais on n'est pas forcément sur les mêmes cercles et puis pas forcément sur les mêmes horaires. On n'était pas non plus dans les mêmes filières en fait. Parce que, pas dans les mêmes spécialisations. L'INALCO offre quand même des parcours assez variés. Moi, je me suis dirigée vers CPEI, donc commerce international. Et en fait, les cours de CPEI, ça rassemble pas seulement les étudiants de japonais, mais en fait toutes les langues tous les étudiants des autres langues qui sont intéressés par le commerce international se rassemblent pour... Donc ça ouvre encore plus à des horizons, des réflexions en fait que moi j'ai vraiment adoré. Le parcours CPEI, il est difficile parce que du coup quand on est bon en langue mais qu'on n'est pas forcément bon en maths par exemple, il faut quand même s'accrocher. Oui, parce que du coup en fait en CPEI il y a aussi tout ce qui va servir au commerce, donc gestion, macro-éco, micro-éco, marketing, compta, c'est extrêmement riche et varié. Mais du coup déjà il y a des heures de cours en plus, et puis effectivement des choses à appréhender qu'on s'attend pas forcément à appréhender quand on est dans une filière de langue. Moi pour ma part j'ai absolument pas fait ça, je suis restée sur 100% japonais, j'ai juste fait... Il y a quand même le choix entre japonais moderne et japonais ancien, donc ça c'est plus pour ce qui va être littérature et grammaire. Quand on prend japonais ancien en fait on apprend comment est-ce que les gens ils parlaient à l'époque de Shakespeare, grosso modo. Et donc moi je suis restée sur du japonais moderne. J'ai aussi retapé une année, donc à partir de ce moment-là qu'elles commencent un peu à se perdre de vue. Moi j'ai fini ma licence et en fait je suis partie directement au Japon. Donc t'es partie 2010. Je suis partie, j'ai fini ma licence en mai-juin 2010 et du coup je suis partie en août 2010 avec un visa vacances-travail. Et l'idée c'était en fait de retrouver un peu de naturel dans mon japonais, parce que du coup l'INALCO c'est une fac qui est quand même difficile. Le fait de redoubler en fait c'est le cas de vraiment de gens, beaucoup de gens, parce que ça demande énormément de travail. Le gap il est énorme en plus entre les années. Le japonais en plus c'est une langue qui est vraiment complètement différente du français, et donc il y a vraiment une gymnastique du cerveau à avoir. Et donc en fait l'idée c'était je suis bonne en grammaire maintenant, mais le naturel que j'avais en fait après les 6 mois, du coup je l'avais perdu. Et puis ça c'est ce qu'on voit de toute façon, nous on l'a constaté toutes les deux, et puis on le voit quand on a des gens qui fraîchement sortis de l'université qui parlent le japonais, c'est un japonais très scolaire, très carré, très propre, un peu robotique, oui, quelque et du part, coup c'est vrai que c'est important de retrouver comme tu dis un espèce de japonais naturel. Donc je comprends tout à fait. Il y a des erreurs, mais du coup c'est d'apprendre à dire toutes les petites choses du quotidien, faire des phrases sans vraiment réfléchir à comment je veux tourner ma phrase, etc. Et donc en fait l'idée c'était je fais 1 an et une fois que mon année elle est finie, je repars, et puis je repars en France et puis je fais un master. Ça c'était le plan de base. La base. Et puis en fait, j'ai un peu changé de voie. Bon, il y a eu le tremblement de terre de 2011 qui a aussi pas mal changé ma perspective. La donne. Ça a changé la donne parce que du coup, beaucoup de Français sont repartis en France. Les discours médiatiques en France aussi étaient extrêmement alarmistes par rapport à la situation comme nous on la vivait ici. Au Japon. Même si bon, c'était pas sécurisant du tout. Oui, j'imagine. On ne se sentait pas en sécurité particulièrement en étant ici, mais donc il y avait un espèce de travail à faire entre l'information qu'on a depuis la France, les informations qu'on a depuis le Japon, et puis moi il me restait encore 6 mois d'un visa que je peux avoir qu'une seule fois dans ma vie. Et puis en général le vacances-travail, si tu repars en cours de vacances-travail, ton visa il est terminé, radié, et puis de toute façon la situation telle qu'elle était, on pouvait pas, à cette époque-là, demander une autorisation de retour sur le territoire, il fallait faire une démarche auprès du bureau de l'immigration. Que je n'avais pas faite. Et puis en même temps je pense que de toute façon les bureaux de l'immigration ils avaient pas que ça à faire en fait. Non mais clairement. Et du coup clairement si tu quittais le Japon, je pense que effectivement tu faisais une croix sur les 6 mois qui te restaient et sur la possibilité de revoir un vacances-travail par la suite.
Donc du coup, t'as décidé de rester. J'ai négocié avec mes parents. En tout cas, je leur dis que je décide de rester pour il me reste que 6 mois. Ils sont d'accord avec ça. Et du fait que, forcément, quand il y a des grandes catastrophes comme ça fait réfléchir. Le Covid aussi nous a prouvé ça. Beaucoup de Français sont rentrés, notamment en fait chez Baron Philippe de Rothschild. À l'époque, en fait, au bureau de Tokyo, ils étaient 2 personnes, le directeur et l'assistant. Et l'assistante a décidé que son projet de vie en fait s'inscrivait davantage en France et qu'elle voulait repartir. Et donc moi je lui ai dit ok, je reprends ta place. je suis présente. Bon, entre-temps, il y a eu quelques entretiens de 2h30 chacun, mais... Il y a eu un peu de travail, elle l'a pas eu juste comme ça en claquant des doigts. Non. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que moi j'ai commencé mon expérience professionnelle et qu'en fait, je suis jamais rentrée, donc j'ai jamais fait de master. Le changement de situation, mais bon, effectivement, de toute façon, il y a des choses qui se passent des fois qu'on maîtrise pas forcément. Moi, du coup, j'ai retapé une année. Donc Alice, elle a fini en 2010. Moi, j'ai fini ma licence en 2011. Et en fait, je suis partie en échange universitaire à partir de l'automne 2011. Donc je suis partie à Fukuoka, dans le sud du Japon, à l'université de Kyushu University. Super année. C'est sympa, Fukuoka? Très sympa à vivre. C'est très chaud. Mais une ville très très sympa. Les gens sont adorables. L'île de Kyushu est encore assez sauvage. Enfin, vraiment, en termes d'escapade, c'est vraiment vraiment chouette. Et puis pour rejoindre ce que disait Alice tout à l'heure, en fait, moi d'être à l'université, ça m'a permis en fait de créer des liens avec des étrangers et des japonais, parce que j'étais donc dans un cursus pour les étrangers, pour travailler la langue japonaise et approfondir sa connaissance de la culture, etc. Mais du coup, on avait aussi cours avec des japonais et puis on avait un système de tuteurs. Donc en fait, chaque étudiant d'échange avait un tuteur japonais qui l'aidait à faire... Étudiant. Qui l'aidait à faire ses démarches pour s'inscrire à la mairie, ouvrir une ligne de téléphone, aller payer son assurance, enfin tous les trucs de la vie de tous les jours qu'on sait pas trop faire, surtout à l'époque où c'était pas toujours traduit en anglais. Très très dur d'avoir un téléphone. C'était le serpent qui se mord la queue. Mais du coup, un peu comme Alice, moi les amis que je me suis fait à cette époque-là, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui et peux en attester. Voilà. Et avec qui j'ai toujours de très bonnes relations. Donc du Kyushu University, super expérience. Et à la fin de mon échange, donc c'était en septembre 2011, je passe 3 semaines à Tokyo chez une copine qui s'appelle Claire. Bonjour Claire, si tu passes par ici. Donc Claire, c'est une copine de Alice et moi depuis l'INALCO également. Claire, c'est aussi une ancienne de Clémenceau. Donc longue histoire avec Claire, c'est assez rigolo. On s'est retrouvés à l'INALCO, on s'est retrouvés au Japon. Et donc je passais 3 semaines à Tokyo chez Claire, qui avait renoué aussi avec Alice. Et donc elle me dit, bah tiens, j'ai repris contact avec Alice, allons déjeuner. Et on est allé déjeuner. Puis on ne se quitte plus, presque. Parce que du coup, moi je suis repartie en France, je me suis inscrite en magistère. Donc c'est l'équivalent d'un master, mais c'est un diplôme d'établissement. Et donc c'était un magistère communication interculturelle avec une spécialisation sur le japonais. À l'INALCO toujours. À l'INALCO toujours. Dans le cadre de ce magistère, j'ai fait un stage au Japon. Donc c'était chez Campus France. Et donc c'est le bureau du Japon qui permet en fait de faire venir des étudiants japonais en France. Et donc ma mission en tant que stagiaire, c'était de travailler sur un salon qui s'appelle le HEF, qui est un salon qui promeut les études en Europe, donc avec la France et d'autres pays européens qui organisent ce salon qui a lieu à Tokyo et Kyoto tous les ans. J'ai fait ce stage de 6 mois, je suis rentrée pour faire mon année de M2 et pour l'année de M2, j'ai continué à travailler avec Campus France mais aussi Paris et on a organisé un salon qui s'appelle Study in Japan où là en fait le but c'était de faire le contraire, de présenter les études au Japon à des Français et les faire venir étudier au Japon. C'était vraiment, vraiment sympa, surtout au revenu de mon échange à moi. Enfin, j'avais encore tout ce que j'avais vécu, c'était frais, donc c'était intéressant en fait de voir comment ça pouvait être transposé et comment ce que j'avais vécu devenait en fait enseignement pour d'autres personnes. Best practice. Et du coup, année de master, on commence à avoir quelques infos sur comment travailler au Japon. En fait, à l'INALCO, ils ont des gens qui viennent faire des présentations, en fait, des différentes opportunités de travail qu'on peut avoir. Donc que ce soit le PVT, donc, comme Alice disait, soit partir en vacances-travail, soit une autre possibilité qui est souvent présentée, c'est le programme JET. Donc le programme JET, c'est un programme gouvernemental japonais qui vise à faire venir des étrangers, des jeunes étrangers du monde entier, pour les placer en région et revitaliser, dynamiser, internationaliser les régions japonaises. Donc moi j'ai postulé au programme JET et j'ai eu un poste et j'ai été mise en poste à la mairie de Kanazawa. D'accord. C'est où Kanazawa ? Kanazawa, c'est côté mer du Japon. Donc en fait si on voit l'île de Honshu, donc la plus grosse île du Japon, ça fait une banane. Tokyo est à l'extérieur de la banane, là où il y a le plus grand
grand croissant, on va dire. Et Kanazawa, c'est de l'autre côté, c'est dans le creux de la veine. Donc une région très sympa, très culture, très tradition. J'aurai l'occasion, je pense, de vous en reparler pour un autre podcast. Mais du coup, moi j'ai fait 7 ans à la mairie de Kanazawa. Et donc, au cours de ces 7 ans, je passais à Tokyo régulièrement pour voir Claire, pour voir Alice, et puis pour sortir un petit peu de la campagne. Et du coup, Alice me racontait un petit peu sa vie chez Baron Philippe de Rothschild. En fait, j'ai intégré Baron Philippe de Rothschild en tant qu'assistante commerciale et administrative. Donc en fait, je suivais les commandes, j'assistais le directeur de la zone Asie. Puis je m'occupais aussi de tout ce qui était de l'intendance du bureau, faire le rapport financier, etc. Je faisais aussi des événements en tant que speakerine. Ouais. Donc ça, c'était après avoir évolué un peu dans ton poste ou dès la première année dès la première année, mon boss m'a fait confiance et m'a dit, écoute, il y a un événement à Nagoya. Moi, je peux pas le faire. Si toi, ça t'intéresse de faire des événements, on travaille ensemble le speech, etc. Et, la préparation, et puis ensuite, et en fait, ça s'est super bien passé. Top. C'était en anglais. On m'avait demandé de faire comme si je ne parlais pas japonais. Donc ça c'est toujours très très difficile. Ils aiment bien la note de c'est quelqu'un de l'étranger, venu exprès. On m'a déjà demandé, genre, alors du coup... vous repartez quand ? Il est quand votre avion ? Ah bah du coup... Never. Là, mon Shinkansen, il est... Après, pour leur défense, c'est quelque chose qui se fait aussi souvent. Oui. En fait, d'avoir des représentants d'une marque ou autre qui viennent vraiment juste pour un événement et qui repartent dans la foulée, on l'a constaté également. Ouais, puis c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que ça reste tout à fait valide, le fait d'avoir l'espèce de magie, en fait, cette personne, elle est venue juste pour vous. C'est toujours agréable. Mais donc du coup, cet événement-là, il s'est super bien passé. Et donc en fait, ça a été le premier d'une longue série. Et puis je me suis instruite sur le vin, parce que du coup, j'étais française, donc je savais ce que c'était le vin, mais j'avais aucune information. Je savais pas du tout en fait qu'est-ce que c'était le vin vraiment. Et surtout, moi, je connaissais les vins de Bordeaux et du Chili, parce que du coup, Baron Philippe de Rothschild, c'est Bordeaux et Chili. Mais comment ils font le vin en Italie, dans quel pays en fait on fait du vin, ce genre d'informations-là. Et puis comment ça impacte en fait le goût, qu'est-ce que ça fait changer, pas juste les raisins, mais aussi j'imagine la récolte, la façon dont c'est les terroirs, la terre et tout ça. Exactement, le travail qui est fait. Tout ça c'est très intéressant, et moi j'avais aucune information là-dessus. Et surtout, le public japonais est extrêmement féru d'informations précises. Et ça m'est arrivé en événement où on me pose une question et je savais pas vraiment quoi répondre, parce que du coup j'avais pas suffisamment de connaissances en fait du vin. Et donc j'ai fait une formation pour être wine expert dans un premier temps. Wine expert, c'est la Japan Sommelier Association qui fait ce diplôme-là. Et c'est en fait tout le monde. Les gens qui sont dans le milieu du vin et ceux qui ne... Des particuliers. Oui, des particuliers. Des gens qui aiment bien le vin. Voilà. J'ai raté ce premier examen. Ça arrive, c'est pas grave. On recommence. Sachant que tout le manuel ressemble à un bottin et est extrêmement épais et tout en japonais, donc il fallait quand même l'apprendre par cœur. Et puis l'année d'après, j'ai repostulé, parce que c'est une fois par an les examens, et j'ai repostulé. Là, c'était pour être Wine Advisor. Donc là, pour le coup, Wine Advisor, c'est vraiment spécifique. Ça n'existe plus d'ailleurs maintenant, mais c'est spécifique en fait aux professionnels. Et là, j'ai eu cet examen, ce qui m'a permis ensuite de valider en fait le fait que je passais d'assistante à brand ambassador. Ok, donc là, tu changes de poste dans l'entreprise. C'est ça. Et en soi, une grande partie de mon job était la même chose, mais en fait, c'était de pouvoir être vue comme ce que j'étais déjà en fait. Que je de le mettre officiellement sur la carte. Je représente les vins Baron Philippe, et ça, donc, je le faisais principalement au Japon, Corée, mais aussi en Asie du Sud-Est. Donc j'allais en Thaïlande, j'allais au Cambodge, j'ai beaucoup voyagé. J'ai même été au Myanmar. Partout. Dans pas mal d'endroits, et c'était super. Ça me permettait d'être au Japon et en même temps de visiter d'autres pays, d'aller voir d'autres cultures, de comprendre aussi la singularité du Japon en termes de marketing, en termes de consommation. Et c'était, mais surtout, je pense que d'un point de vue occidental, voire européen, peut-être américano-centré, l'Asie, en fait, on a cette impression que en Asie, ils sont tous pareils. La culture, elle est la même, qu'on soit en Chine, au Japon, en Philippines, en Corée, que ce soit Asie de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Sud-Ouest, Sud-Est, on a l'impression que tout le monde est pareil, alors qu'en fait, absolument pas. Donc je pense qu'effectivement, ça devait être une belle étape de formation sur
ce que c'est qu'en fait le public japonais. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu plus sur nos parcours respectifs professionnels, mais du coup, au cours de ces années, donc toi c'est chez Parent Philippe, moi chez Kanazawa, on était toujours en contact, on avait toujours... on échangeait sur plein de sujets. Alice un petit peu moins peut-être parce que du coup t'étais sur un CDI, moi j'étais sur un CDD, donc je savais qu'en fait un jour ou l'autre mon contrat allait arriver à terme, et normalement c'était 5 ans, ça a été allongé à 7, mais bon, je savais que normalement en fait au bout de 5 c'était fini l'aventure Kanazawa. Donc je me souviens qu'on en avait parlé quand j'étais dans ma 4e année ou quelque chose comme ça, c'était faut que je commence à réfléchir à la suite. La façon dont tu parlais de ton travail, ça me semblait vachement intéressant. Moi c'est pareil, l'événementiel, accompagner des délégations, ça me plaisait vachement. Et c'était quelque chose que je faisais à Kanazawa également, mais du coup je voulais faire ça déjà dans le cadre d'une entreprise, pas d'une administration. Et puis en fait d'ouvrir un petit peu à d'autres domaines potentiellement. Donc c'est vrai qu'on avait pas mal échangé à ce moment-là de toi ta vision de l'événementiel, de comment tu voyais ton travail, ce qui était bien, moins bien. Et puis du coup en fait en parlant, on disait que moi j'arrivais à terme de mon contrat, toi t'arrivais un petit peu... Oui, une première boucle avait été bouclée, ça faisait, j'allais rentrer dans ça allait faire 10 ans que je travaillais chez Parent Philippe et... J'avais envie un peu de changement. Ouais. Et du coup en parlant un petit peu de tout ça, on en est venu un jour. Alors ne demandez pas qui a dit quoi quand, parce qu'alors là impossible de se souvenir, mais il y en a une de nous deux qui a dit mais sinon on a l'air de vouloir faire les mêmes choses, pourquoi on le ferait pas ensemble? Et du coup c'est parti comme une blague, et puis en fait quand on s'envoyait des textos on relançait la blague, et puis quand on se voyait on relançait la blague, et puis la blague n'est plus devenue blague. Vraiment, on s'est posé, on s'est dit bon, on fait quoi? La blague, on en fait quoi? On en parle quand même relativement souvent, c'est un sujet qui revient, on en parle comme c'est quelque chose qui allait potentiellement se faire, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Parce que du coup en plus toi c'était un moment où ton CDI a vraiment arrivé à sa fin. Est-ce qu'on actionne le bouton ou pas? On s'est posé, on a fait un petit peu nos comptes, on a vraiment fait le point sur ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'on était vraiment alignés sur nos buts, sur les besoins de si effectivement on se lance dans une aventure, comment on le fait en termes administratifs, parce qu'il faut savoir donc au Japon, Alice et moi on est toutes les deux immigrées bien évidemment. Moi je suis là sous un visa qui s'appelle un visa de travail, donc en fait je suis dépendante de l'entreprise qui m'embauche, donc en fait si je n'ai pas d'entreprise qui m'embauche, je n'ai plus de visa, donc j'ai plus de titre de séjour. Alice elle a une situation un petit peu différente parce qu'elle a ce qu'on appelle un visa de résident permanent. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un visa de résident permanent? Du coup en fait moi je peux faire le job qui me plaît. Je suis pas cantonnée à une catégorie, parce qu'en plus le visa de travail en fait il y a des catégories et il faut rentrer dans sa catégorie, on peut pas être forcément serveuse pour arrondir ses fins de mois, potentiellement c'est pas possible dans son visa. Par exemple moi je suis dans un visa spécialisé Humanities, International Relations, donc du coup ça va être tout ce qui est relations internationales, enseignement et un peu de commerce, mais c'est pas... On peut être prof de français, mais typiquement en fait l'exemple de serveur en fait est compliqué parce que du coup en fait il faut prouver que c'est serveur dans le cadre de quelque chose d'international. Et donc là ça peut potentiellement passer, mais c'est... il faut que l'entreprise justifie l'embauche d'un personnel étranger, donc c'est pas toujours facile. Enfin bon bref, du coup Alice elle est résident permanent. Libre. Je suis libre et forte. Et forte, et du coup je peux faire le boulot que je veux, et puis surtout j'ai des possibilités notamment d'ouvrir ma propre entreprise qui n'est pas forcément possible sous d'autres visas. Pour grossir les traits, résident permanent, on peut faire à peu près tout ce que fait un japonais, mais on n'a pas le droit de vote, grosso modo. Enfin vraiment, du coup, résident permanent, on peut faire des emprunts. On paye ses impôts, on peut faire des emprunts, on peut acheter des biens immobiliers. Moi, typiquement, sur un visa de travail, c'est compliqué parce qu'un visa de travail, ça va être 3 ans, 5 ans, maximum 10 ans, mais je suis même pas sûre que le 10 ans, il doit sortir très souvent. Donc faire un emprunt, c'est compliqué. Acheter des biens immobiliers, c'est compliqué. Et du coup, le résident permanent permet tout ça. Et notamment, comme disait Alice, l'ouverture d'une société. Ce qui nous a amené à réfléchir... à me mettre moi en tant que représentante de la société, sachant que de toute façon, on est 2 cofondatrices et on est à part égale. Sur l'investissement de départ. On a décidé de lancer notre société en mars 2021. Donc, ça faisait déjà 1 an qu'on avait le Covid et qu'on voyait ça évoluer. On s'était dit c'est bon, c'est fini. Maintenant, on sait comment travailler avec le Covid. Alors, on a découvert pendant notre première année qu'il n'y avait rien du tout. Mais du coup, on a décidé de se lancer en mars 2021 et on a choisi... On avait décidé avant, mais on a vraiment... l'ouverture de l'entreprise, c'est mars 2021. Oui. Et on a choisi comme petit nom... Tokime. Qu'est-ce que ça veut dire?
le cœur qui bat la chamade. Tout à fait. Bon, après, on vous reparlera de la réflexion autour du choix du nom, parce que c'était une histoire en soi, mais du coup, on a choisi donc de se lancer pour faire Tokimeki, pour accompagner les entreprises étrangères qui veulent faire des opérations au Japon. Donc, quand on parle d'opération, on parle d'un événement, on parle d'un voyage d'affaires, on parle d'un voyage de reconnaissance, on parle d'accompagnement sportif. Et entité, parce que du coup, effectivement, tu parles de fédérations d'équipes sportives, c'était important pour nous aussi. Enfin, on voulait parler aux professionnels. Il y a toujours une partie un peu de zone grise. Est-ce que c'est du tourisme. Est-ce qu'il y a du tourisme et du coup, est-ce qu'on parle à certains groupes VIP ou etc. Nous, en fait, on est vraiment... Nos services sont pour les professionnels qui veulent monter des opérations au Japon, principalement. Et du coup, on leur vient en aide, que ce soit linguistiquement. Donc, en fait, on sert d'interface entre leurs partenaires, leurs partenaires japonais s'ils existent, ou leurs futurs partenaires s'ils n'en ont pas encore. Facilitateur de communication. Facilitateur de communication. On est aussi là pour les conseiller, donc sur comment est-ce que ça se passe au Japon. Les conseiller sur des bons prestataires pour accompagner leurs opérations. Et du coup, après, on est les yeux, les oreilles, les pieds et les mains sur place pour faciliter le montage d'une opération, parce que se déplacer au Japon toutes les semaines ou tous les mois, c'est pas toujours... ça coûte cher. Dans un calendrier, c'est pas forcément facile à caser. Donc en fait, on est là vraiment pour faciliter tout ça. On reviendra bien évidemment sur les activités de Tokimeki, sur nos services, et puis un petit peu comment est-ce qu'on réfléchit tout ça. Mais là, c'est vraiment l'épisode d'introduction. Donc, on va conclure cet épisode sur pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire un podcast. C'est Mathilde qui voulait. C'est principalement moi qui aime bien ce médium. Bon, d'accord. J'écoute beaucoup de podcasts, un petit peu moins maintenant, mais il y a une période où j'en écoutais vraiment beaucoup. C'est un médium que j'aime bien. Je trouve que ça permet, à l'époque du numérique qu'on a vu avec le Covid, où maintenant tout se fait à distance, et en fait réussir à connaître les gens que à travers des visios, c'est un peu compliqué. Et en fait, le podcast, d'écouter les gens parler, d'entendre le ton de la voix quand ils sont en train d'échanger, soit avec des gens qui connaissent, soit avec des gens qui connaissent pas, je trouve que ça permet vraiment de se faire une idée de la personne, de découvrir un petit peu comment est cette personne. Et puis ça permet un petit peu quelque chose de dynamique, parce qu'avoir des contenus à lire, c'est très bien. Enfin, les articles de blog, le site, les réseaux sociaux, c'est bien, mais de temps en temps, c'est bien en fait d'avoir quelque chose qu'on met dans les oreilles pour écouter. En plus, on a des voix merveilleuses. Ou pas. On verra, ce sera drôle. La découverte de soi au micro. Peut-être des chroniqueurs de France Musique. C'est surtout que, je sais pas ce qu'il en est d'Alice, mais moi j'aime pas particulièrement m'écouter parler, donc ça va être drôle de faire l'édition et les checks du podcast. Mais ça va aller, tranquille. Tout va bien se passer. Mais du coup, voilà, c'était un petit peu pour vous emmener aussi dans notre quotidien, pour que vous compreniez un peu comment est-ce que Alice et moi on fonctionne. Parce que Tokimeki, c'est quand même by AM, donc c'est par Alice et Mathilde. On parle beaucoup, on a beaucoup de réflexions en fait. On se comprend, et on a beaucoup de choses qu'on n'a pas vraiment besoin de verbaliser, d'exprimer, pour savoir où est-ce qu'on veut aller, mais c'est vrai qu'on passe quand même énormément de temps. Il y a beaucoup de nos missions en fait qu'on pourrait remplir à distance. Soit on pourrait travailler toutes les deux de chez nous, mais notre façon de fonctionner nous demande quand même souvent d'échanger. Et en fait, le podcast, c'était un peu aussi pour vous permettre d'être un peu la petite souris dans le bureau. Puis ça permet de faire des archives. Et des archives. De partager un petit peu tout ça, et puis à terme, bien sûr, on vous mettra à contribution pour savoir les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Et du coup, ça nous permettra d'échanger de façon directe et peut-être un peu plus conviviale et un peu plus développée sur des sujets que vous souhaiteriez voir abordés à l'avenir. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure ici ce premier épisode. Merci de nous avoir écoutés. Fantastique. On vise un épisode par mois, peut-être un petit peu plus au début, histoire de lancer la bête. Comme on l'a dit, pour l'instant, on a un petit nom en tête, mais on reste ouverte à suggestions. Et puis voilà, dites-nous si ce format, ça vous intéresse ou pas, aussi, parce que potentiellement, vous en avez rien à faire, ça vous plaît pas. Mais non. N'importe quoi. Et puis voilà, en tout cas, on a hâte de vous emmener avec nous dans cette nouvelle aventure, et de vous emmener sur... une autre façon de découvrir Tokimeki également. Merci d'avoir répondu sur Insta au fait que vous étiez intéressé par un podcast. Nous, on va travailler sur les sujets qui sont importants pour nous, et puis effectivement de répondre à vos demandes. Puis voilà, c'est parti. Ouais. Ça y est, l'épisode 1 est derrière nous.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimeki.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.